À l'occasion des 1 an de la disparition de Jean-Paul Belmondo, on souhaitait lui rendre hommage en analysant un de ses films cultes. On espère qu'elle vous plaira et sur ce, partons à Mexico avec Le Magnifique. Sorti en 1973, il a vraiment une place à part dans la carrière de Belmondo et dans les films français sortis à cette époque. C'est donc une œuvre taillée pour une analyse. Mais avant tout, je vous conseille vivement de le voir si jamais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas tellement qu'on va vous spoiler sans vergogne, mais disons qu'un spectateur qui le regarde pour la première fois n'aura jamais le même ressenti que dans les suivantes. Si vous êtes encore là, et je l'espère, sachez que c'est le long métrage le plus clivant de la filmographie de Belmondo. Attention, je dis ça parce que l'humour, l'histoire et les personnages en font quelquefois un peu un ovni. En fait, on ne sait pas si c'est du 40e degré ou tout simplement pas drôle, si ça a été mal joué ou si c'est de la parodie complète. Enfin, si vous l'avez vu, vous me comprendrez sans doute. D'ailleurs, à la 7e aussi, on est mitigé. Mais justement, on essaiera de comprendre comment sont traités la parodie et le pastiche dans le cinéma. Et quelles sont les conditions pour que cela produise un effet chez le spectateur. Allez, assez parlé théorie et résumons le film de Philippe de Broca. Mexique, années 70. Un espion se fait démasquer et meurt dans d'atroces souffrances, déchiqueté par un requin dans une cabine téléphonique au fin fond de l'océan. On appelle le célèbre agent secret Bob Sinclair à la rescousse pour cette sombre affaire dont l'avenir du monde libre dépend de l'issue. Mais Bob est un homme à femme, aussi quand son contact, la voluptueuse Tatiana, l'accueille, il la séduit directement. Leur promenade romantique est parsemée de tueurs que Sinclair abat par dizaines très facilement. Mais quand je vois une abeille... Pardon. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez d'abeilles. Ah oui. Il résiste même à des hordes de plongeurs sortis de l'océan qui l'attaquent sur la plage, arme automatique à la main, avec 2 simples pistolets. Tout à coup, au milieu de cette effusion de sang rouge peinture, Madame Berger passe l'aspirateur sur le sable. Attendez quoi? En année claire, on n'est plus à Mexico sous le soleil, mais à Paris sous la pluie. La joie des couleurs d'été laisse place au sombre du gris d'automne. Et c'est dans un petit appartement miteux que François Merlin essaie d'écrire son 43e roman d'espionnage. Merlin ressemble trait pour trait à Sinclair, le charisme, l'élégance, le dynamisme, l'endurance et l'hygiène en moins. L'écrivain doit absolument terminer cette nouvelle aventure, mais il ne cesse d'être dérangé par des incidents et intrusions intempestives. La bonne nouvelle, c'est qu'ils lui servent d'inspiration qui oscille chez lui en dents de scie. Mais il est pas passé le plombier. Ouais, non, je l'attends lui aussi. Ah, moi je peux rien faire si le plombier il est pas passé, moi. Mais voilà que sa voisine Christine entreprend d'écrire une thèse de sociologie sur son œuvre. Or, François l'aime depuis longtemps, mais il n'ose pas lui dire. Il n'a trouvé le moyen de lui avouer qu'à travers Tatiana qu'il a créée et qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il l'aime par procuration, au travers de Sinclair. S'ensuivent encore d'autres péripéties dans le monde réel ou dans l'univers sortant de l'imagination de Merlin, et la fin heureuse du film arrive. Sinclair rencontre l'amour de sa vie, son ennemi juré directement inspiré de l'éditeur tyrannique, et Merlin comprend que Christine l'aimait aussi. Comme un symbole à travers cette fin grotesque, François Merlin dit adieu à Bob Sinclair qu'il a condamné depuis trop longtemps à mener une vie qu'il n'aime pas. C'est maintenant un homme libéré de sa machine à écrire, libre tout court. Étrange, n'est-ce pas, la sensation que vous éprouvez avec ce résumé? C'est totalement alambiqué, ça n'a ni queue ni tête. L'histoire de Sinclair n'a pas une once de réalisme. Et l'histoire de Merlin, ça n'avance pas, c'est mou, mais il y a juste la fin qui est heureuse. Ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Le Magnifique offre en réalité 2 histoires bien distinctes aux spectateurs. Si celle de François Merlin n'est pas tout à fait passionnante, semble toute banale, celle de Bob Sinclair est extraordinaire. C'est normal puisqu'elle est issue de l'imaginaire de Merlin. Mais c'est poussé à un tel point que l'agent secret devient une parodie du film d'espionnage. Et oui, ce film parodie très bien ce genre, très en vogue depuis la fin des années 50. On pense bien sûr à l'agent 007 et son acteur Sean Connery, mais aussi du côté français à OSS 117 fraîchement adapté à l'écran. Et je vous vois venir, non, ce n'est pas encore Jean Dujardin. Mais si vous connaissez que ces films, c'est pas si grave, car c'est exactement ça. Je m'explique, on est à l'essence même de la parodie. On prend tous les codes et on les met à l'image en les agrandissant tellement que ça en devient comique. Et ça permet justement a posteriori de faire réfléchir dessus. Un exemple typique, le regard très appuyé à gauche, puis à droite, avant même de rentrer dans un lieu. D'ailleurs, je vous parlais d'OSS 117, eh bien les films de Michel Hazanavicius rendent hommage au long métrage de Broca. La scène de la piscine, la multitude d'ennemis qui suivent le héros, la posture avec le pistolet,
tout y est. Le moindre détail n'est pas laissé au hasard. Jusqu'à la voix des personnages avec ce petit accent un peu de la haute à la Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. J'avais peur que nous nous rations. Je n'ai pas trouvé le pain de campagne. Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana. C'est clair, ça peut être que de la parodie. Et c'est là qu'il faut rappeler que les acteurs font un travail monstre. Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset en tête, certes, mais aussi l'éditeur antipathique / super méchant Vittorio Caprioli. Notamment dans ces scènes-là, puisqu'il faut jouer l'acteur qui joue très mal. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que le danger, c'est de vraiment passer pour un mauvais acteur. Ah! Peut-être vous ne resterez pas insensible à la souffrance de votre jeune ami. Je vais lui couper d'abord le sein gauche. Je viens de vous parler de parodie. Certains me diront qu'on est plus dans le registre du pastiche. Et vous n'aurez pas tort. C'est notamment le cas à propos de la violence. Philippe de Broca le dit lui-même. Oui, c'est-à-dire que ça m'amusait beaucoup dans ce sujet de régler le compte de la violence et du sexe et d'en faire de la comédie. Ce n'est pas que ça, mais il y a quelques séquences, surtout en ce qui concerne la violence. Je suis un peu exaspéré par ces gens qui, dans le monde entier, prenant pour des moralistes, nous disent regardez comme la violence est atroce et en fait font de la violence pour exciter ce qu'il y a dans les plus bas instincts sadiques des gens. Et au cours de l'interview, il parle même d'anti-James Bond, se référant à l'héros éponyme pour illustrer cette violence critiquée mais jamais retirée. Il y a notamment une chose qui doit vous revenir en mémoire, c'est le sang. Forcément, c'est un film d'agent secret, donc il y a des échanges de tirs. Et à vrai dire, il y en a vraiment énormément, mais ça c'est plutôt le côté parodie. L'aspect pastiche se retrouve dans les effusions de sang qui jaillissent des méchants. Avec notamment cette scène où un escalier se transforme littéralement en rivière rouge. Bon, on la mettra pas pour des raisons évidentes, bien entendu. Rien qu'à l'époque, on comprenait le message. Et oui, ça se comprend que c'est faux. Sinclair Belmondo qui cabotine tout le temps et qui parfois brise le quatrième mur, les pistolets qui font des bruits enfantins, les retours en arrière de la pellicule ou même les couleurs que De Broca met dans la partie espionnage de son film, tout cela fait penser à un cartoon. Et dans un cartoon, on peut subir les pires violences, les pires immondices, ce n'est pas grave. On sera de retour à l'image juste après. Mon colonel, Je vous reçois 5 sur 5. comment vous sentez-vous? Très serré. De plus, si vous le voyez aujourd'hui, vous verrez que la couleur rouge fait très faux. Et quelquefois, l'opacité ou la viscosité du liquide indique clairement que ça sort pas des veines de celui qui se fait tirer dessus. C'était pas forcément prévu, mais tant mieux puisque ça renforce la critique derrière le pastiche. Il y a d'autres exemples de cette dénonciation, notamment les scènes de fin de Jacqueline Bisset en Tatiana, dont la brutalité est symétriquement compensée avec la légèreté de Karpov qui tombe amoureux de Sinclair. Je vous invite d'ailleurs à trouver d'autres manifestations de tout ça. Tu sais que tu me plais, toi. De Broca, c'est pas seulement de la critique intelligente cachée sous le couvert de la comédie. C'est aussi un talent pour faire correspondre un rôle à un acteur. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il a été scénariste de son propre film. Et ça se voit qu'il a écrit François Merlin / Bob Sinclair pour Jean-Paul Belmondo. Typiquement, je crois que Le Magnifique et Jean-Paul Belmondo, c'est la plus belle mise en abîme que je connaisse. Je m'explique, souvent quand on pense à Bébel, on pense à deux périodes. Il y a la nouvelle vague, notamment avec Pierrot le Fou, où il débutait, où il se cherchait un peu, où il se faisait un nom. Et d'un autre côté, il y a le Bébel populaire, Revolver dans le jean par exemple, où son nom sur les affiches est 10 fois plus grand que n'importe quel autre acteur ou réalisateur. Typiquement, retrouvez notre analyse du professionnel. Comme on le dit dans cette vidéo, à cette partie de sa carrière, il incarne à peu près toujours le même personnage. Au fil du temps, ce justicier vengeur devient carrément un archétype. C'est majoritairement avec cette synthèse que le public se rappelle de Belmondo. Mais il faut savoir que la bascule des deux s'opère milieu des années 70. Le Magnifique, sorti en 1973, est un condensé de cet archétype. Les mimiques, les cascades, les grands gestes, tout ça, Belmondo le fait presque en avant-première dans ce film. C'est à peu près le premier où toutes les caractéristiques de Bébel sont réunies avec Bob Sinclair. D'ailleurs, dans les films populaires, ce sont souvent ces dernières qui sont mises en avant pour expliquer l'héroïsme du personnage, le fait qu'il soit bon en tout, premier à tout. Et pour l'anecdote, c'est exactement ce pourquoi le célèbre DJ Bob Sinclair a repris le pseudonyme. Oui, j'ai gardé cette info sous le coude jusqu'ici, je me devais de la sortir. Mais revenons au film. Comme on vous l'a dit, ce long métrage ne se résume pas à une profusion de surjeux comiques. Il y a une réelle réflexion derrière. Car la comédie a le droit de parler de choses graves et de faire divertir tout en enseignant. C'est en tout cas la vision de Philippe de Broca. Donc en clair, vous comprenez pourquoi le réalisateur a eu du nez en donnant le rôle à Belmondo. Dans Le Magnifique, il joue et s'amuse dans les années 70 avec le personnage type qu'il incarnera dans les années 80. Chapeau l'artiste et chapeau le réalisateur. On le sait grâce au théâtre, l'absurde et le burlesque sont des valeurs sûres pour faire rire le public.
Les films muets en noir et blanc l'ont largement prouvé dans le domaine du cinéma. Mais si vous voulez vous en convaincre davantage, regardez pour le burlesque les films de Funès et pour l'absurde The Big Lebowski qu'on a analysé récemment. Là, c'est comme si De Broca avait créé son petit diamant brut, que les outils propres au cinéma sont venus le polir. Déjà, rien que l'idée de mêler deux histoires, la réelle et l'imaginaire dans un seul récit, c'est très intelligent. On ne compte pas toutes les transitions plus farfelues les unes que les autres entre la réalité et l'imaginaire. Et avec les effets spéciaux techniques qu'autorise le cinéma, on ne les voit même pas venir. Elles tombent au hasard, nous sortent un peu de l'histoire en cours et nous font rire. En tant que spectateur, c'est génial, on s'attend jamais à ce qu'on va voir. D'une part car c'est quasiment impossible de s'imaginer des situations aussi tordues, et d'autre part parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Car même si Bob Sinclair énerve François Merlin, il n'en peut plus de sa situation, mais il s'y réfugie toujours. Si vous aimez l'absurde, on peut parler de ces quelques secondes à mourir de rire où la machine à écrire de Merlin ne peut plus taper la lettre R. Côté Sinclair, tous ces dialogues seront amputés de cette lettre jusqu'à ce qu'il rachète une nouvelle machine. Encore le R qui déconne. Comment? Je n'ai plus de R. Où est-ce qu'il nous emmène? Dans l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère? Oui, dans l'hélicoptère. Mais vous en faites pas, ma chérie. Je vais vous sortir de là, moi. C'est une idée toute bête, mais diablement efficace. Si vous aimez le burlesque, prenons l'exemple de la scène où Bob Sinclair doit parler à un Albanais sur le point de mourir et qu'il doit faire appel à un traducteur. Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. On va perdre un temps fou. Allons-y, dépêchons. Un simple dialogue devient donc une symphonie à 7 qui fait rire n'importe qui. Alors là, si je vous ai pas convaincu d'aller le revoir, je peux plus rien y faire. Qu'est-ce qu'il dit? Sodjika? Stangavarit? Stangavarit? Che spunni? Chefoni. I am rende plavoso. Son gavrenit. Pita da lire ci corre. Ashivayet, Ranyan Lian Tijilo. Il demande s'il est gravement touché. Pour conclure, je dirais que Le Magnifique, c'est ce genre de film sans prétention aucune, assez bien exécuté, bien pensé, mais qui cache une réflexion énorme. Alors attention, il ne faut pas se méprendre. Si vous avez vu notre analyse du Saint-Jean-Hiver de Verneuil, vous savez qu'un film a plusieurs couches de lecture. Nous, on prend le parti de l'analyser et de l'interpréter, mais bien entendu, vous pouvez aussi ne retenir que les côtés les plus légers. De Broca lui dit lui-même, c'est un film qui voulait également populaire et humoristique. Quoi qu'il en soit, pour répondre à notre question de base, Le Magnifique nous montre que le pastiche se prête parfaitement au cinéma, surtout s'il est arrosé d'une bonne dose d'humour. La réflexion du spectateur qui en découle lui est d'autant plus agréable qu'il a passé un bon moment. Cependant, c'est quelquefois tellement subtil que ça implique une connaissance préalable de ce qui est critiqué. Et c'est sans doute la raison qui explique les effets différents sur chaque spectateur. Comme à la 7e d'ailleurs, d'autant que selon les époques, on peut même lui prêter d'autres intentions de mise en perspective. Exactement comme on le comprend aujourd'hui avec le personnage type qu'incarnait Bébel. Bref, je vais m'arrêter là juste pour vous rappeler qu'on n'a pas abordé tous les aspects du long métrage. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce qui vous a marqué. Alors, quel film vous conseillez après Le Magnifique? Vous l'avez sûrement deviné, le premier OSS 117 avec Jean Dujardin, Le Kerni d'espion. C'est plus récent, mais on est toujours dans la parodie et le pastiche avec une touche d'hommage et des rires à profusion. Et bien voilà, c'est tout pour l'analyse du Magnifique. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur nos 3 réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À jeter un œil sur notre Tipeee, c'est très important. Ça nous aide à continuer, à produire des vidéos et à améliorer la qualité. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur la 7e. Salut!